Bonjour, bienvenue à ce webinaire IoT. Nous allons avoir un petit overview de 35 minutes, 35-40 minutes, à propos de tout ce que nous faisons dans le domaine de l'IoT, que ce soit aussi bien les réseaux, on va parler des réseaux, des sensors, on va vous parler de cas bien précis, euh, de, de ce qui vient, de ce qui est sur la roadmap à venir. Je vais passer la parole à Thierry. Thierry Depré est business partner chez Proximus pour l'IoT et Thierry va vous présenter donc le webinaire IoT. Bonjour à tout le monde. Merci d'être présents si nombreux. J'espère que vous voyez bien la présentation, que vous êtes bien attentifs et que tout est sous contrôle. Donc, avec un constat relativement simple et évident peut-être pour la plupart d'entre vous, c'est que les défis pour la plupart des entreprises sont globalement les mêmes face à ce monde qui est en train de changer et l'arrivée des nouvelles technologies, des nouvelles manières de communiquer. On remarque une énorme pression sur le revenu et sur les marges bénéficiaires de nos entreprises, ce qui va nous obliger à engager un certain nombre d'actions. On a d'une part l'obligation de rester bon dans ce qu'on sait faire, donc ce qui est notre ADN et notre core business, mais dans le même temps pouvoir développer de nouveaux business models afin d'augmenter les parts de marché et le chiffre d'affaires d'une manière globale. On a besoin également de surveiller de près les innovations et d'être attentif à tous ces changements qui apparaissent d'un point de vue technologique. Tout ça, évidemment, en continuant à essayer de rester dans une constante satisfaction de nos clients, voire évolution dans la demande et pouvoir être toujours prêt à pouvoir le faire. Quels sont tous les outils qui vont nous permettre aujourd'hui de réaliser tous ces défis, de me passer au-dessus de tous ces défis, en offrant un meilleur service et une meilleure expérience client? C'est évidemment la transformation digitale. Alors peut-être... On va d'ailleurs lancer un petit sondage, justement pour savoir où en sont nos auditeurs. On va vous laisser quelques minutes, enfin quelques secondes pour répondre. Et une autre, suite à ça, une autre question va suivre. Très bien. Ok, merci. Donc, vous êtes 67% à avoir répondu oui. Et la suite, c'est donc ceci. Là aussi, on vous laisse le temps pour ceux forcément qui ont répondu oui, de voir un peu quelle a été la motivation. Et puis Thierry peut continuer à présenter ses slides. Voilà. Très bien. Merci. Voilà, donc merci pour vos réponses. Je ne sais pas si je dois ici passer. Tu dois remettre peut-être sur mode présentation. Voilà, mode présentation. Merci pour toutes vos réponses. Ça va nous aider à un peu mieux diriger ce webinaire et essayer d'être le plus complet possible par rapport à vos attentes. On a une ambition énorme en fait chez Proximus. C'est en fait on a l'ambition de devenir le digital service provider de choix pour l'ensemble de nos clients, ce qui est une grande responsabilité. C'est la raison pour laquelle vous voyez dans le bas de ce slide qu'il est indiqué que on va co-créer ensemble le monde de demain. On va aider les entreprises à être prêtes pour demain. Évidemment, on ne va pas le faire seul.
on s'associe avec un nombre de partenaires extrêmement important qui vont être cités plus tard, mais ce modèle de co-création va nous permettre d'amener vers vous les solutions efficaces et qui vont enfin pouvoir aussi vous aider dans votre transformation digitale. Alors ça, c'est une chose qu'on a vue 10 000 fois déjà, mais qui donne un peu une perspective quand même plus concrète sur le nombre d'objets connectés qu'on peut avoir. Donc c'est un potentiel qu'on pourra avoir sur la Belgique. Pour vous donner une idée du nombre de devices qu'on peut connecter, d'objets. Bon, bien sûr, on a c'est dans notre ADN de connecter depuis très longtemps, puisqu'on a comment dire, une grande expérience dans le domaine du mobile, de connecter des objets, essentiellement des voitures au travers de systèmes track and trace. Donc, ça fait très longtemps qu'on fait ça. C'était les premiers objets qu'on a connectés. Finalement, c'était les véhicules. Mais on va voir au fur et à mesure qu'on va avancer dans cette présentation que on peut connecter beaucoup plus d'objets que ça. On ne va pas connecter que des objets, on va aussi connecter des personnes, évidemment. Alors, il faut savoir que la manière dont on approche le business aujourd'hui est tournée essentiellement vers nos clients. Donc, on s'applique ça à nous-mêmes et on imagine que vous devez rechercher ça également pour vos clients. Et on part d'un modèle en fait où on plaçait avant tout la technologie. Ensuite, on le poussait en fait dans un tunnel de l'innovation dans lequel on se disait on va essayer avec les technologies qui existent aujourd'hui de créer une solution pour demain. La tendance aujourd'hui est complètement inversée et donc on va s'adresser plutôt observer de près les besoins de nos clients. En fonction des besoins de nos clients, quelles technologies sont disponibles aujourd'hui sur le marché afin d'apporter une nouvelle expérience client vers le client final. Alors évidemment, on a une fierté particulière chez Proximus, c'est qu'on a toujours eu l'avantage d'offrir les meilleurs réseaux, que ce soit de réseaux fixes, mobiles ou autres. Ici, on regarde une évolution sur la ligne du temps des différentes technologies d'accès vers les réseaux. On était en 94 démarré sur le réseau mobile quand tout le monde avait encore des téléphones qu'on appelait portables, mais qui étaient gros comme une brique de chantier. Alors que maintenant, on arrive avec, depuis le déploiement en 2015 du réseau LoRa sur la Belgique et le Luxembourg, ainsi que la 4G+, les services My Analytics sont les services Big Data offerts par Proximus. Les services Big Data sont les services qui utilisent les nombres de connexions sur notre réseau, c'est-à-dire que chaque téléphone mobile se connecte pour sa signalisation vers un pylône de notre réseau mobile, et ces données sont en fait récoltées, anonymisées et peuvent être réutilisées par nos clients pour des fins d'analyse plus profonde de la couverture de présence des personnes, voir d'où elles viennent, où elles vont, etc. Alors, dans les nouvelles technologies qu'on voit apparaître maintenant, on va parler un petit peu plus tard de NB-IoT, mais on va rentrer dans le détail, et de toutes les technologies analytics et machine learning qui sont à venir. Alors, si on regarde d'un point de vue purement technologique les différentes moyens de connecter un device vers un réseau, si on met sur un axe la couverture en longueur d'accès et la puissance nécessaire pour y accéder, on a différentes technologies. Bon, on voit en bas à gauche le Bluetooth. Pourquoi? Parce qu'il utilise beaucoup de puissance et il ne peut pas émettre très très loin. On a à droite le Wi-Fi, qui a besoin d'un peu moins d'énergie, mais qui permet d'émettre un petit peu plus loin. Ensuite, tout ce qui concerne le réseau mobile, 2G, 3G, 4G, bientôt 5G, qui nécessite un petit peu moins de puissance que le Bluetooth, mais qui a besoin également qui permet d'aller assez loin avant de connecter un pylône mobile.
En haut à droite, ce sont des nouvelles technologies qui étaient nécessaires de déployer afin de pouvoir connecter des objets au réseau. Avec un avantage important, c'est qu'il fallait que la distance, ce qui sépare l'objet de nos antennes, soit suffisamment importante, mais qu'en plus, l'utilisation de batterie soit minimisée. En l'occurrence, on a déployé l'année passée, il y a 3 ans, pardon, le réseau LoRaWAN, et on est en train progressivement de déployer dans le nord du pays le réseau NB-IoT, mais on parlera un petit peu plus tard de tout cela. Comment est-ce qu'on construit en fait toutes ces solutions qui vont arriver ou qui sont déjà sur le marché? On le fait d'abord grâce à nos partenaires. On a aujourd'hui environ 200 service providers qui sont qu'on appelle nous des ASP, c'est-à-dire Application Service Providers. Ce sont des sociétés qui développent des applicatifs, des devices et qui les bundle avec notre connectivité vers le client final. Ces partenaires travaillent avec nous depuis des dizaines d'années. On a commencé par le machine-to-machine, donc les cartes mobiles data. Ensuite, on a déployé le réseau LoRa et on voit d'autres nouvelles technologies qui arrivent aussi pour les mois à venir. Alors, on fait des solutions toutes faites. Donc, on va rentrer dans le détail ici, mais on a un réseau on a une possibilité de connecter des objets au travers non seulement de la connectivité, mais d'offrir un certain nombre de capteurs et de développer des packages entiers. Je repasserai sur le cas précis ici. Est-ce qu'on va le faire seul? Bien non, évidemment, parce qu'on n'a pas, autant on a une connaissance de la technologie, autant nous n'avons pas la connaissance spécifique de tous les marchés. Et c'est la raison pour laquelle on va s'associer avec un certain nombre de partenaires dans le but de construire ensemble, c'est de co-créer des solutions pour nos clients finaux. Donc, je vous ai dit que je revenais sur cet exemple-là en particulier. Chez Proximus, on a décidé d'en fait essayer d'utiliser l'IoT, les objets connectés, par rapport à nos propres besoins. Et ceci, c'est un exemple extrêmement efficace de co-création. On a au sein de notre société une importante collection d'œuvres d'art. Il faut savoir que les collections d'œuvres d'art ont de la valeur, plus les œuvres d'art vont bouger. Pour qu'elles bougent, elles doivent être prêtées à d'autres musées. C'est comme ça qu'elles prennent de la valeur, parce qu'elles sont vues ailleurs, elles sont exposées. Mais pour ce faire, il faut on voulait avoir la garantie que nos œuvres d'art soient monitorées, soient dans un bon environnement et qu'on puisse finalement vérifier que tout se passe bien. Donc, on a développé une solution avec des petits capteurs qui nous permettent, lorsque nos œuvres d'art sont exposées, par exemple au musée du Louvre ou au MoMA, de pouvoir, en temps réel, surveiller si la luminosité dans le lieu, si l'humidité dans le lieu, si le nombre de personnes qui passent devant l'œuvre sont suffisamment importants. Et ça nous permet, en développant un petit interface assez simple, mais qui est très clair, de pouvoir surveiller. Si vous voyez, c'est une œuvre d'Andy Warhol qui est monitorée et qui nous permet de contrôler des choses à distance également. Ok, donc on s'est rendu compte que si on voulait mettre des solutions sur le marché, il fallait que finalement elles soient déclinables dans différentes industries. On a décidé de faire un focus sur un certain nombre d'industries. Ces industries sont d'une part l'industrie lourde, le retail et les events, le domaine de l'énergie, la logistique et les transports, les bâtiments intelligents et les villes intelligentes. Et on va lancer juste un petit sondage justement à ce sujet pour voir si dans votre esprit, quel domaine sera le plus influencé et impacté par la transformation numérique. Donc voilà, on vous donne une petite minute pour répondre.
Voilà, vous êtes 80% à avoir voté. Encore quelques minutes, enfin quelques secondes pour gagner. Ok, 88% à voté. Voilà, on ferme. Est-ce que je donne les résultats maintenant ou tu veux d'abord Non, je trouve que c'est intéressant de voir les résultats dès Alors, maintenant, oui. il n'y a pas photo, hein, c'est Smart Building et Smart Cities à 38%, puis Industrie à 31%, Logistique et Transport 17%, et puis Execo, Énergie et Retail Event 7%. Voilà un peu la tendance dans la perception des gens qui suivent notre webinaire. Merci d'avoir répondu et je repasse la parole à Thierry. Bien, merci à vous tous d'avoir répondu à ce petit test. C'est clair que c'est à peu près les mêmes résultats qu'on a envisagés en termes d'intérêt de nos clients. Mais il faut bien se rendre compte que ce qui fait ces différents marchés, c'est en fait, ce sont des marchés de volume. Donc effectivement, si on pense, on va parcourir tout à l'heure, mais si on pense au marché de l'énergie, il faut imaginer le nombre de devices qui pourraient être connectés dans le monde de l'énergie. Et c'est évidemment ces raisons pour lesquelles on a développé un focus particulier sur ces verticaux-là. Alors maintenant, si on fait un focus spécifique sur l'industrie, donc tout ce qui est Industry Automation, on on parle beaucoup d'industrie 4.0. L'industrie 4.0, c'est une industrie dans laquelle on se rend compte qu'on est dans une nouvelle révolution industrielle qui est possible et qui va pouvoir répondre à un certain nombre de défis que les entreprises industrielles auxquels les industries industrielles font face aujourd'hui. Le premier, le plus important quand on est dans un environnement industriel, c'est d'essayer de réduire le nombre d'interventions et de temps pendant lesquels les machines sont à l'arrêt. Un environnement de production à l'arrêt coûte des millions d'euros à une entreprise, donc il faut pouvoir garantir un temps minimum. Comment est-ce qu'on va le faire? C'est simplement en mettant un capteur de vibration sur une machine qui va nous permettre de faire de pouvoir prévoir proactivement qu'une panne va arriver. C'est au travers d'une série d'algorithmes. On va pouvoir aussi améliorer finalement le flux de production et aussi les ressources qu'on va utiliser dans le domaine industriel. Et optimiser, c'est un point extrêmement important, toute la partie logistique et supply chain. Un autre défi, c'est d'assurer la sécurité des employés sur des sites industriels pour éviter les accidents. Et on va voir dans un cas ici extrêmement précis, on a extrait à chaque fois une solution qu'on a implémentée ou pour notre propre entreprise ou auprès d'un de nos clients ou partenaires. En l'occurrence, il va s'agir d'une solution qu'on a fait développer pour nous. Vous savez que Proximus est un fournisseur de télécom qui a besoin d'un grand réseau et donc on a un bon nombre de bobines qu'on appelle aussi dans le jargon des tourets sur lesquels on place des câbles, que ce soit de la fibre optique ou du cuivre. Alors on a évidemment on peut imaginer l'intérêt qu'on avait de le faire, tout d'abord de réduire les niveaux de stock. Savoir que comment est-ce que ça fonctionne, ces bobines ne nous appartiennent pas. Donc, ce sont des bobines qu'on loue auprès d'opérateurs, comme par exemple les câbleries de Penn, qui mettent ces tourets en consigne chez nous. C'est-à-dire que quand on a parfois, et nous, de quelle manière on travaille après, on met ces bobines chez des contractants, et ces entrepreneurs vont eux-mêmes utiliser ces bobines sur nos chantiers. Savoir que c'est pas toujours évident de savoir où elles se trouvent, à qui on a donné nos bobines, combien de câbles il reste sur la bobine, etc. Donc on avait vraiment un intérêt à avoir plus d'informations. Imaginez un petit peu une bobine consignée comme celle-là, c'était de l'argent qui était perdu, qui restait en fait en prêt chez notre fournisseur et qu'on avait parfois du mal à récupérer parce que ces bobines disparaissaient pour une raison ou l'autre.
Donc, on avait besoin d'améliorer la transparence de notre supply chain. Et pour ce faire, on a connecté cet array en y mettant un capteur. C'est un capteur sur lequel on retrouve non seulement un système track and trace qui va nous permettre de visualiser sur une carte où se trouve la bobine, mais également de pouvoir détecter le mouvement. Détecter le mouvement, ça peut être intéressant. Dans le cas où une bobine bouge en pleine nuit, vous imaginez que c'est pas normal que la bobine soit en train de tourner en pleine nuit. Ça veut dire qu'on est en train de nous voler du cuivre et qu'on peut au plus vite essayer de faire intervenir la police. Exemple concret donc qu'on a utilisé ici, on va faire un focus spécifique sur le domaine du retail ou des events, et en particulier celui des events. Quels sont les challenges du retail? Alors, m'étant intéressé au secteur retail, je le connais bien et je connais quels sont les défis justement des retailers. C'est tout d'abord qu'il y a une très grosse concurrence de ce qu'on appelle les pure players comme Amazon ou Zalando, qui viennent présenter en fait des bons nombres de solutions avec une expérience client énorme, à laquelle on sait au travers des outils web pouvoir déterminer exactement qui est venu sur mon site web, d'où les gens viennent, quelles sont les habitudes de consommation, etc., etc. Savoir que 20% des opérations de vente se réalisent aujourd'hui sur Internet, alors que 80% restent sur ce qu'on appelle des magasins en dur, dans lesquels il faut pouvoir améliorer. Et notre objectif, c'est d'amener les mêmes outils qu'on pourrait retrouver sur Internet, sur un site dans lequel on a une landing page qui vous dirige vers des produits ou services, et redonner ce même service vers les clients. Un autre challenge est aussi de pouvoir tracer les objets. D'où viennent-ils? Par quel centre sont-ils passés? Etc. etc. Une chose aussi importante, c'est comme si on compare effectivement à des achats sur Internet, on sait quel a été le comportement d'un client. Donc, un client qui va faire ses achats sur Internet va passer d'une page à l'autre et on va pouvoir lui présenter des produits plus intéressants. Donc, mieux connaître son client permet aussi de mieux lui vendre, et c'est ce qu'on appelle le customer journey. Donc, on doit pouvoir aider les retailers qui ont des magasins en dur à pouvoir savoir où sont passés leurs clients, quels produits les intéressent, combien de temps ils ont dû attendre à la caisse, quel était le taux de conversion de mon magasin, c'est-à-dire combien de personnes sont rentrées dans mon shop et combien de personnes ont acheté par rapport au nombre de personnes qui sont rentrées, combien de temps ont dû-elles attendre à la caisse, etc. Tous ces challenges, on va pouvoir y répondre au travers d'une partie de nos solutions. Alors, si on fait un zoom spécifique sur un cas concret sur lequel on a travaillé avec le Brussels Jazz Weekend, savoir que, bon, ici on s'est donné un peu de retail, mais vous avez bien vu que retail et event sont pour nous repris dans le même vertical, tout simplement parce que les besoins, en fait, en réalité, sont globalement les mêmes, c'est-à-dire de pouvoir savoir d'où viennent les gens, quand ils viennent, etc. Donc, quelle était la demande spécifique du Brussels Jazz Weekend Festival? Donc, faut savoir que c'est un événement qui a lieu pendant un week-end et sur lequel il y a différentes scènes qui sont réparties sur l'ensemble du territoire bruxellois. Et on voulait savoir en fait combien de personnes sont présentes lors du festival. Comme c'est un festival gratuit, c'est très difficile de faire du comptage de personnes. Est-ce que les visiteurs et ceux qui sont venus participer à cet événement sont des gens de Bruxelles ou sont des gens qui viennent de l'international? Est-ce que ça a attiré du monde qui est resté dormir pendant la nuit? Alors, tous ces outils sont intéressants pour l'organisateur, tout simplement pour pouvoir l'année suivante éventuellement réclamer des subsides, demander des subsides auprès de la ville en montrant preuve à l'appui que ça a attiré autant de monde et que grâce à ça,
le commerce local a pu également tirer un certain nombre de bénéfices. Donc, on a fait ça au travers de, dès qu'on a chaque détenteur de mobile, qu'il soit belge ou étranger, est connecté constamment à pylône mobile, donc à une antenne 4G, qui va lui permettre de donner, de faire le roaming. En fait, on a développé, on récolte ces données tous les jours et on va analyser ces données. Alors, on va garantir toute une anonymisation, bien entendu, puisque l'ensemble du processus est passé, passe constamment au sein du commission de la vie privée pour bien prouver qu'on anonymise ces données. On fait de manière très très simple. On compte une personne à partir du moment où on en a vu 30. Ça permet effectivement de pouvoir anonymiser entièrement les données et d'être en ordre au point de vue GDPR. On utilise également un algorithme puisqu'on voit uniquement nos mobiles, donc on voit les mobiles, les personnes qui ont un abonnement Proximus. On connaît nos parts de marché par région et ça nous permet d'extrapoler les résultats sur l'ensemble de la population belge. Ça permet bien entendu à l'organisation de l'événement de pouvoir, et en l'occurrence à l'organisation qui va demander des subsides, de calculer le revenu, le ROI sur l'événement culturel. Autre secteur qui est pour nous également important et sur lequel on a un focus spécifique, c'est celui de l'énergie. Les producteurs d'énergie sont confrontés à un certain nombre de défis. Le premier est de réduire le nombre de mauvais payeurs. Ça, c'est un point extrêmement crucial pour eux. Ça semble un peu bizarre, mais il faut savoir qu'il y a énormément de gens qui ont ce qu'on appelle des compteurs à carte chez eux, c'est-à-dire que quand ils ont du mal à gérer leur consommation, ils doivent aller acheter du crédit en fait au sein des CPAS et c'est le seul moyen qu'on a trouvé jusqu'à présent pour éviter les mauvais payeurs. Voir que les technologies aujourd'hui permettent finalement de manière beaucoup plus intelligente de gérer cette problématique-là. Ils sont confrontés évidemment, étant donné que la concurrence des fournisseurs d'énergie est de plus en plus importante, c'est important pour eux de créer de nouveaux services. On va voir que les outils qu'on va développer et l'IoT en général va permettre en fait de développer un certain nombre de nouveaux services. Tout ce qui est régulatoire, évidemment, les objectifs de 2020, comme on les appelle, qui vont réguler un certain nombre de choses dans le domaine de l'énergie. Et ce qu'on appelle le smart metering, qui est le mesurage intelligent de la consommation. Un autre point extrêmement important, c'est le recyclage de l'eau et tout ce qui est énergie renouvelable, dans lequel on voit une augmentation importante de la demande. Un cas précis ici, Eandis et Infrax. Pour les gens qui ne connaissent pas Eandis et Infrax, on peut les considérer comme leur pendant à Bruxelles est Sibelga et en Wallonie c'est Ores. Donc Eandis et Infrax, c'est le distributeur d'énergie, gaz, électricité dans le nord du pays, donc en Flandre, et sont venus nous trouver avec une question bien spécifique, c'était de réduire en fait le nombre de mesures qui se font au jour le jour. Donc aujourd'hui, on envoie des employés de la société Eandis pour faire du relevé. Il y a plusieurs méthodes pour le faire, mais on envoie les gens parfois encore sonner chez les particuliers pour leur demander le niveau de consommation d'électricité et du gaz. Parfois, ils descendent eux-mêmes. Dans certaines communes, on va leur demander de téléphoner proactivement et de donner le métrage eux-mêmes. Mais ça montre quand même que les solutions ne sont pas idéales et puis coûtent cher opérationnellement. Et il faut savoir qu'on doit aussi, en Flandre, on est contraint par la régulation flamande qui oblige à une date précise de
pouvoir offrir un certain nombre de garanties sur la bonne prise des index. Donc, quel était l'objectif? Ben, l'objectif était quand même assez important. Quand je vous parlais de volume tout à l'heure, ben voilà, on y est, hein, 1,2 million de compteurs intelligents de Sagemcom à déployer et à installer, plus la partie de connectivité. Donc ici, on utilise, vous vous souvenez, dans le slide des puzzles au départ, on a les différentes technologies en fonction de l'utilisation de la batterie et de la longueur sur laquelle on pouvait émettre. Eh bien, dans le puzzle du haut à gauche, on avait la technologie LoRa et la technologie NB-IoT. C'est en l'occurrence cette technologie qu'on a utilisée ici. On n'a pas fait ça tout seul, évidemment. On s'est associé avec Sagemcom et IBM. Et ça nous a permis de devenir en fait le fournisseur de cette solution en Flandre. Donc, Eandis et Infrax vont bientôt fusionner et s'appellera Fluvius. Voilà, donc c'est le premier projet avec le plus grand nombre de devices Narrowband IoT qui va être déployé en Belgique. Autre case study extrêmement intéressant, je connais lui particulièrement bien. Il s'agit d'Antargaz. Donc Antargaz est une société, vous savez quand les fournisseurs de gaz comme Sibelga ou Eandis ou Ores n'arrivent pas dans toutes les régions avec leurs pipes. Donc on a une demande accrue pour installer des cuves à gaz dans les domaines particuliers. Et Antargaz est une société justement qui vend du gaz, qui vend des cuves à gaz et qui finalement est confrontée au fait qu'on doit chaque fois réalimenter, remplir à nouveau ces cuves. Comment ça fonctionne aujourd'hui? Ils doivent, quand ils veulent connaître le niveau de consommation de gaz de leurs clients, ils peuvent le faire sur base des extrapolations des années précédentes, c'est-à-dire combien de mètres cubes de gaz mon client X a utilisé l'année dernière. En fonction des conditions climatiques de cette année-ci, on peut estimer que la consommation de gaz sera de autant. Ou alors, on doit utiliser un télévendeur qui va appeler le client final et lui demander est-ce que vous voulez bien descendre regarder votre consommation de gaz. Et là, on parle uniquement quand on est proactif. Un autre moyen, c'est d'attendre que son client téléphone pour me dire voilà, j'ai besoin de commander du gaz. Alors évidemment, il y a pas mal de tâches manuelles qui ont lieu là-dedans, qui ne sont pas très intéressantes et qui coûtent très cher. Et Antargaz avait l'intérêt de passer vers un modèle beaucoup plus proactif. Et ils l'ont fait en connectant 2000 cuves à gaz, tout simplement avec la technologie LoRa et l'intégration de toutes ces données qui sont envoyées dans un back-end. Ce qui permet de changer, d'abord d'augmenter la satisfaction du client, simplement parce qu'on va pouvoir, il ne doit plus aller vérifier lui-même le niveau de consommation du gaz, mais aussi qui va permettre de changer le business model. Imaginez qu'un camion qui fait sa tournée ou qui planifie sa tournée va passer dans une région où le camion ne va pas repasser avant une semaine. C'est intéressant peut-être de faire juste une promotion d'une journée sur le gaz et de proposer proactivement au client final, votre niveau de gaz reste environ 10%. Demain, on a un camion qui passe dans la région, on peut faire une ristourne de 2% sur le remplissage de votre cuve à mazout, de votre cuve à gaz, pardon, si vous êtes là pour acheter le gaz demain ou après-demain. Donc ça permet effectivement d'économiser de l'argent, mais d'être aussi proactif vers leurs clients. Les bâtiments intelligents, vous avez tous, pour la plupart, dit que c'était un point extrêmement important. Je vous confirme, c'est un point extrêmement important et dans lequel on voit également aussi beaucoup d'opportunités. Un bâtiment, si nos informations sont bonnes, la construction d'un bâtiment, la construction du bâti coûte environ 10% de sa consommation totale de dépenses sur son cycle de vie.
Alors, tout le reste est dû à des coûts opérationnels, est dû à la consommation d'électricité, la consommation de gaz, d'air conditionné, etc., etc. Donc, il faut savoir que plus on va pouvoir avoir des outils et mettre à disposition des gestionnaires de bâtiments pour pouvoir optimiser toutes ces opérations, plus les économies vont pouvoir être importantes. Donc, on va rendre les bâtiments plus intelligents et mieux gérés. On doit pouvoir offrir aussi finalement des services et des services beaucoup plus confortables vers ces personnes-là afin de les motiver et attirer. C'est toujours une grande concurrence entre les différents fournisseurs de bureaux. Et il faut pouvoir être le plus attractif possible. Il y a une augmentation constante de la demande en matière de sécurité, mais également de protection de la vie privée pour tout l'ensemble des occupants du bâtiment. Et puis alors aussi, quand on voit ce que coûte la gestion de l'air conditionné d'un bâtiment, éviter des problèmes d'air conditionné peut permettre aussi de faire beaucoup d'économies. Alors, si on fait un focus spécifique sur un projet dans lequel Proximus a participé, il s'agit du nouveau bâtiment d'AXA. Ce bâtiment a implémenté ce qu'on appelle le New Way of Working, c'est-à-dire une nouvelle manière de travailler. Vous savez, on est de plus en plus confronté à des espaces réduits, à de moins en moins de plus en plus de personnes sur de moins en moins de tables et de chaises. C'est la tendance. Bon, les outils sont aussi là. Hein. Les outils de téléworking que Proximus propose aussi sont disponibles pour pouvoir garantir un confort optimal de travail à la maison. Et donc, on a, dans le cadre de ce projet, qui avait un objectif bien précis, qui était de réduire le nombre de desks, le nombre d'espaces à 6 espaces de bureau pour 10 employés. Alors, ça peut sembler challenging comme ça. En plus, d'un point de vue opérationnel, il faut pouvoir le suivre. Donc, on a installé dans ce bâtiment 2000 senseurs LoRa, donc 2000 capteurs LoRa. Ce sont des capteurs de présence, simplement, qu'on va installer sous les bureaux et qui vont permettre de voir en temps réel le taux d'occupation du bâtiment et également de savoir à l'aide d'une visualisation sur une carte à quel endroit l'employé qui arrive peut aller trouver une place qui est encore libre. Évidemment, on règle la durée pendant laquelle on est détaché de ce capteur, parce qu'il ne faut pas que quelqu'un vienne prendre votre place pendant que vous êtes aux toilettes. Donc la visualisation, comme vous le voyez en haut à droite, permet en fait au gestionnaire du bâtiment, mais aussi à l'employé qui vient travailler, de trouver le meilleur emplacement, mais également de pouvoir gérer des pics de présence dans le bâtiment. Les villes intelligentes, vous avez aussi tous stipulé que ce domaine va amener énormément d'opportunités. Nous le croyons aussi, parce que les villes sont d'abord confrontées à une série de défis qu'on va parcourir ici et qui sont encore plus importants que dans les autres domaines. C'est tout d'abord tout ce qui concerne les aspects sécuritaires en ville. Il faut détecter, réduire au minimum le nombre d'activités frauduleuses. Il faut également améliorer la mobilité. On le sait tous, je ne sais pas de quel coin vous venez, vous êtes, on a l'air, apparemment vous venez d'un petit peu partout en Belgique, mais il faut savoir que on a confronté l'ensemble des villes à beaucoup de problèmes de mobilité, que on n'est pas encore prêt de les résoudre, mais c'est un challenge extrêmement important pour les villes. Tout ce qui concerne l'énergie également, il faut savoir que 80% du CO2 produit en fait émane des villes. Il y a une certaine pollution du bruit et une diminution de la qualité de l'air. Donc il faut pouvoir fournir des outils aux villes pour pouvoir monitorer tout cela. Tourisme et événements et également
l'efficacité énergétique des bâtiments. Là, on revient finalement aussi à la même problématique que dans le précédent vertical. Un exemple concret ici pour les villes intelligentes, c'est un de nos partenaires, la société Mobit. On connaît tous les vélos à Bruxelles, qui sont des vélos qu'on vient déposer à des bornes bien précises et qu'on va pouvoir utiliser au travers d'un abonnement qu'on paye par mois. La société Mobit a essayé de prendre les choses à l'envers et a voulu, sous le mode collaboratif, améliorer le transport dans les villes et faciliter l'utilisation de moyens alternatifs comme le vélo. Vous voyez au travers de la heatmap ici en haut à droite qu'ils vont pouvoir localiser en fait les points d'intérêt. Donc, soit on y met des bornes et les gens viennent rapporter aux mêmes endroits, mais on ne sait pas pour quelle raison on a mis une borne devant la gare et au milieu de nulle part, alors que c'est peut-être pas l'endroit où les gens ont le plus besoin de vélo. Donc ici, ils ont parti d'un autre concept, c'est qu'en fait, ils peuvent observer la concentration de leur vélo simplement en ayant un petit système GPS qui est relié à une carte SIM. Donc les données sont envoyées en temps réel et reliées à une application mobile qui permet de retrouver sur un smartphone très facilement le vélo le plus proche. Et également, ça leur permet à eux donc à la société Mobit, de pouvoir rassembler les vélos, d'aller les rechercher, les ramener, les redispatcher dans les différents endroits. Évidemment, c'est une nouvelle solution avec une nouvelle solution. C'est une solution qui existait déjà, mais qui permet en fait de déployer des nouveaux business models. Donc, comme vous voyez, les exemples sont à l'infini. Donc, vous voyez ici un certain nombre de cas en plus, donc des use cases complémentaires. N'hésitez pas à la fin de ce webinaire à nous poser encore des questions. Si vous avez des idées, si vous êtes éventuellement, si vous pensez que vous pouvez, et peut-être pas vous seul, et donc avec Proximus aider à répondre à une de ces problématiques, n'hésitez pas. Vous avez bien vu qu'on ne le fait pas tout seul. Si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez les poser à la fin de ce webinaire. Évidemment, on vous a dit, on n'a pas fait ça tout seul. Hein, on est grand, mais quand même, on n'a pas toutes ces connaissances métiers. Donc, on le fait avec une série de partenaires. En voici un exemple ici. Bon, vous voyez qu'il n'y en a pas 200, on en a beaucoup plus que ça, mais on a essayé de rassembler. Il représente les 3 petits points là-haut à droite de la montagne, tous les autres qui ne sont pas sur ce slide. Alors, on fait des collaborations avec des petites entités qui ont une connaissance métier spécifique, mais on fait également des collaborations stratégiques dans le domaine des objets connectés. Voici un exemple bien précis. Donc, Connect My Car est un partenariat entre Touring et Proximus qui qui offre un petit dongle, donc qui utilise le port OBD2 du véhicule et qui permet en 2 minutes de pouvoir connecter son véhicule à Internet et de pouvoir, par exemple, détecter des pannes, pouvoir remonter toute une série d'informations sur l'utilisation de la batterie, sur la vitesse, sur est-ce que les gens roulent trop vite, est-ce que, en tant qu'assureur, ça m'intéresserait de savoir s'il n'y a pas eu des chocs où sa personne prend ses tournants un petit peu trop vite. Donc, toutes ces données sont disponibles au travers de Connect My Car. Et c'est un service qu'on offre en collaboration au niveau de développement avec Ordina et SAP également. Vous voyez, il y a, quand on a regardé l'ensemble du journée depuis le début, on voit qu'on a beaucoup de choses qui sont présentes. On a besoin de l'avis d'un expert, on a besoin des choses, on a besoin de la connectivité des plateformes, on a besoin des solutions, également de pouvoir intégrer ça dans un back-end et visualiser ça au niveau de l'opérationnel. Donc, clairement, on ne va pas le faire seul et on peut imaginer que la tâche est complexe pour une entreprise lorsque on voit l'ensemble des choses auxquelles on est confronté quand on veut développer un projet IoT. Si on rajoute à cela en plus qu'on doit rajouter une couche de protection et de sécurisation des données, ça devient compliqué. Donc, on a appliqué pour cela une méthode de travail et le cas des Smart Reels, donc
qu'on utilise pour notre logistique, pour nos bobines, est un cas concret qu'on a nous-mêmes expérimenté. C'est que pour être certain de rien oublier dans une solution, dans cette nouvelle manière de travailler, on doit rassembler toute une série d'experts autour de la table. Donc, on va prendre le directeur de la logistique, mais on va faire intervenir également les fournisseurs de ces bobines. On va faire intervenir des gens qui sont responsables plutôt de la partie administrative. On va faire venir l'IT et également des consultants externes, parce on a souvent des œillères quand on essaye de se lancer dans un projet comme celui-là, et on a besoin des gens qui nous ouvrent nos chakras en réalité. Donc, tout ça, ça se fait pas de manière ciseée. Et ici, on le fait dans un trajet, une manière de travailler. Donc, qu'on propose également à nos clients et partenaires. C'est de faire des expériences de design thinking, c'est-à-dire imaginer ce qu'un produit pourrait être avant qu'il existe et pouvoir être certain qu'on n'a rien oublié dans l'ensemble de notre réflexion. De démarrer un petit pilote, c'est-à-dire en l'occurrence, on l'a fait sur une trentaine de bobines pour voir comment ça fonctionne, tirer des erreurs, tirer des réflexions des erreurs qu'on aurait pu commettre, et ensuite faire un rollout massif comme on vient de le faire pour l'ensemble de nos bobines. Voilà, on ne le fait pas tout seul, on le fait avec des experts. Je crois qu'on arrive à la fin de notre présentation. Ça nous a permis encore cette année-ci, l'année dernière, de gagner l'award de l'IoT Excellence de la part du Data News. On les en remercie. Tout ça, c'est aussi grâce à vous, grâce à nos partenaires, grâce à nos clients qu'on y arrive. Et je vous remercie d'avoir été attentif. Je ne sais pas si vous avez encore quelques questions. Les questions étaient relatives au contenu du webinaire. Alors, j'ai répondu à certains, mais là, on a mis les slides en PDF à télécharger sur le menu à droite de votre écran. Il y a un lien, iotwebinar.pdf, donc vous pouvez les télécharger. Vous pouvez nous contacter sur le lien aussi que j'ai mis dans le chat et qui est la demande de contact par quelqu'un, par un expert IoT ou autre solution Proximus. Mais bon, là, on va parler d'IoT. Enfin, c'est le lien, c'est le webform pour nous contacter et pour demander à être contacté par quelqu'un dans un domaine spécifique. Il y a l'adresse mail dans le dernier slide que Thierry vient de vous présenter, iot@proximus.com. Voilà, il y a tous les moyens de nous contacter. D'ici quelques temps, je crois que ce sera en début de semaine prochaine, vous recevrez un lien vers l'enregistrement de ce webinaire. Alors, on a une question par contre qui arrive. Quand est-ce que le Narrowband IoT sera disponible sur l'ensemble de la Belgique? Bien. Pour répondre à cette question, je vois quelqu'un qui a dû quand même bien suivre, c'est excellent. Donc, on a été effectivement ici très fort incité par un de nos clients, en l'occurrence Fluvius, à déployer ce réseau dans le nord du pays. Alors, bien évidemment, on va démarrer par le nord du pays, parce qu'on voit qu'on a un bon nombre de smart meters à connecter, et en l'occurrence, l'avantage, c'est qu'on doit le faire sur base simplement d'un upgrade du software. Évidemment, ça coûte quand même en termes d'investissement pour vérifier que tout fonctionne. Mais donc, dès qu'on a un case même moins important sur le sud du pays, on sera partant pour le faire au plus vite. Claire. OK. Alors, une première question. Quelle différence technique entre LoRa et Narrowband IoT? La différence technique se situe essentiellement au niveau de la qualité de la couverture, c'est-à-dire que la distance entre le device et le réseau. Donc, tout d'abord, il faut savoir que au niveau de la consommation d'énergie, LoRa, c'est très basse consommation, tandis que NB-IoT, ce sera plutôt consommation faible. Au niveau de
de LoRa, on va pouvoir détecter des objets qui bougent également, puisqu'on on va utiliser la triangulation pour pouvoir déterminer où se trouve un objet. Donc un objet qui bouge sera plutôt du LoRa. Au niveau de la taille des paquets, pour LoRa, c'est très simple, c'est un message extrêmement compliqué, extrêmement simple, c'est une suite hexadécimale. Tandis que pour NB-IoT, on va plutôt être dans un mode stream. Également au niveau de la connectivité elle-même, l'application, indépendamment d'où se trouve le device, donc si vous avez une application qui est vraiment un device en deep indoor, qu'on appelle deep indoor, c'est-à-dire par exemple un smart meter qui se trouve dans une cave ou un boîtier qui doit être connecté, qui est extrêmement éloigné du réseau, on va plutôt opter pour la technologie NB-IoT. Donc, les deux technologies seront bientôt disponibles et c'est en fonction du case spécifique qu'on va diriger vers l'une ou l'autre technologie. Alors, encore des questions à propos d'NB-IoT. Est-ce que la NB-IoT permet une communication bidirectionnelle? Si oui, est-il possible de faire des mises à jour de firmware, par exemple? Oui, c'est effectivement possible. Les deux technologies, aussi bien NB-IoT que LoRa, sont bidirectionnelles. Okay. Est-ce que, toujours la même personne, est-ce possible également de faire des réseaux privés en Narrowband IoT? Ou devons-nous passer via un opérateur tel que Proximus? Pour le moment, en tout cas, étant donné que l'infrastructure nécessaire pour développer un réseau NB-IoT étant extrêmement importante, on utilise le réseau mobile. Je crois que c'est ça la limite en fait, qui fait que uniquement les opérateurs vont déployer des réseaux IoT. Par contre, sur LoRa, il y a possibilité plus facilement de construire un réseau privé. Ok, on va en rester là pour aujourd'hui. Par contre, on va répondre à vos questions que vous enverrez par mail ou par le webform. Lorsque vous fermerez le webinaire, il y aura trois petites questions au niveau d'un sondage. C'est assez important pour nous pour savoir comment améliorer nos webinaires pour les prochaines fois. Donc, on apprécierait beaucoup si vous y répondiez. Et on va vous remercier et vous souhaiter une bonne après-midi et à la prochaine fois. Au revoir.